Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Politique et Économie. Chers amis, aujourd'hui, nous allons essayer de prolonger la réflexion que j'avais faite devant vous il y a quelques semaines sur l'introduction du livre que j'avais écrit « De l'or à la monnaie papier, le changement d'ère 1914-1939 ». Nous allons essayer de comprendre ce qui s'est passé après, puisque j'avais dit qu'en 1919, nous étions rentrés dans un siècle qui dure encore, un siècle après, en 2019, où la monnaie est en quelque sorte suspendue dans le vide et de nature à être créée par quiconque a des responsabilités au sein d'une banque centrale. Et pour parler de ces choses-là, nous allons aller vers les années 45, puis surtout les années 70, avec l'abandon de la convertibilité or internationale du dollar, et puis aujourd'hui la fabrication monétaire à tour de bras, avec les économistes, Maximilien Lambert. Bonjour Maximilien. Bonjour. Ci-devant expert comptable. Et notre ami Georges Lannes, ancien maître de conférence à l'université de Paris-Dauphine. Et quelle est votre fonction au sein de l'ALEPS ? Vous êtes trésorier. Trésorier de l'ALEPS. Forcément, nous allons parler de trésor, mais surtout de trésor public. Alors, messieurs, je dois dire à nos téléspectateurs que vous avez eu la chance de connaître un économiste qui conseilla longtemps le général de Gaulle et qui était Jacques Rueff. Il me semble d'ailleurs que ce serait intéressant que vous nous fassiez une biographie un jour de Jacques Rueff. Mais ce serait avec grand plaisir. Eh bien, je vous trouverai un éditeur. Mais, d'accord. Donc, Jacques Rueff qui avait conseillé de Gaulle, notamment, je l'avais dit, pour demander que les dollars encaissés par la France au titre de ses exportations fussent reconvertis en or, puisque le traité de Bretton Woods, l'accord de Bretton Woods, le permettait à l'époque. Ceci est très important. C'est très très important. Parce que c'est complètement méconnu de l'opinion publique. Le Fonds monétaire international ayant été créé justement par les accords de Bretton Woods en 1944, dans le but de veiller à ce que les nations aient des balances des paiements équilibrées, oui. Avec le statut du Fonds monétaire international qui définissait son pouvoir d'aider les nations qui ne pourraient pas avoir un équilibre de leur balance des paiements, eh bien, à le rétablir. Et de quelle façon, alors ? Alors justement, on entrait là dans la grande technocratie internationale, des experts du Fonds monétaire allant essayer de convaincre les hommes de l'État en question de modifier je ne sais quelle chose particulière pour établir cet équilibre des balances de paiement. Alors, à l'opposé, voilà. Justement, Jacques Rueff considérait que la balance des paiements était quelque chose de spontané qui se résolvait spontanément. Naturellement, qu'il n'y avait pas besoin de faire intervenir des experts. Et à cet égard, Jacques Rueff s'est toujours opposé au Fonds monétaire international. Eh bien, le malheureux, aujourd'hui, il aurait du travail. Parce que le Fonds monétaire international est tout puissant, bien sûr. Oui, et ce qui est très grave, c'est que de cette fonction, entre guillemets, stabilisatrice des balances de paiement internationaux, qu'il a perdu du fait de sa faillite en 1971, oui, bien sûr. Il a retrouvé une autre fonction qui est celle, eh bien, d'aider par des méthodes plus ou moins non classiques ou contraignantes les nations en question. Et c'est ainsi que le FMI est intervenu en Grèce, par exemple. Exactement. Après avoir essayé, ne l'oublions pas non plus, dans la période 70-73, d'essayer de créer une monnaie internationale qu'on a appelée les droits de tirage spéciaux.
Alors, nous allons venir sur cette question du FMI et des droits. Juste une petite question. Oui, Le FMI, il devait être temporaire, non? Il n'avait pas été établi de façon temporaire? Ah non, c'était pas... Mais il avait une fonction... Par statut, sa fonction était tout à fait bien déterminée. Oui, malheureusement, il a failli dans sa fonction, et deux, une autre fonction lui a été donnée qu'on supporte encore aujourd'hui. Alors, messieurs, nous allons faire un petit retour en arrière, parce que j'avais parlé à l'occasion de cette fameuse conférence de Gênes de 1922, au cours de laquelle les États étaient convenus que, puisque le stock d'or était insuffisant pour garantir la valeur de leur monnaie, que l'on pouvait stocker à côté de l'or des devises étrangères. Bon, à condition qu'elles fussent des devises cotées et convertibles, bien entendu. Parce que sinon. Alors, que faut-il penser de cette décision qu'on appelle l'étalon de change or, par opposition à l'étalon or? Eh bien, si j'emprunte ce qu'a pu écrire Jacques Rueff, c'est le grand péché monétaire de l'Occident. Alors, le livre est sorti en 1971, c'est-à-dire l'année où Nixon a suspendu la convertibilité du dollar. Alors, expliquez-nous ce grand péché. On va pas vous le confesser, mais on serait désireux de le connaître. Eh bien, ce grand péché a pour point de départ ce qui s'est passé jusqu'à 1914. Jusqu'à 1914, les pays qui avaient des échanges internationaux soldaient leurs équilibres avec de l'or, avec des quantités d'or. D'accord. 1914, les pays, disons, de l'Occident renoncent à ces paiements. Et on entre dans une période d'inconvertibilité des monnaies en or. Soit dit en passant, le seul pays qui avait connu récemment alors cette situation, c'était l'Angleterre, qui au lendemain de la Révolution française avait rendu inconvertible la livre jusqu'à 1921 et de nombreux débats avaient eu lieu. Cette absence de convertibilité, c'est à partir du 4 août 14, je crois. Oui. Mais c'était surtout pour faire de la planche à billets, pour financer la guerre en quelque sorte. C'était pour éviter que tout le monde se précipite sur l'or, surtout. Voilà. Parce qu'on a fait la non-convertibilité et tout de suite derrière, le cours forcé. On a fait le cours forcé. Voilà. Hein. Oui, mais j'ai peur qu'en entrant dans ces considérations, nous éloignions nos auditeurs de ce qu'on dit. Et restons donc sur... Donc, 1914, inconvertibilité des monnaies nationales des grands pays industriels. 1918, fin de la guerre. Les pays comme l'Angleterre et la France et l'Allemagne sont détruits. Et nos économistes américains considèrent qu'il faut le plus rapidement possible restaurer l'activité de ces pays. Et selon eux, et j'insiste sur cette hypothèse qu'ils font, selon eux, l'augmentation annuelle de la quantité d'or est insuffisante pour permettre aux pays de restaurer leur convertibilité et d'agir comme il le faut. Alors, pour pouvoir s'opposer à cet obstacle qu'ils imaginent, ils décident que désormais, les échanges internationaux pourront se faire soit en or, soit en monnaie convertible en or, à taux fixe et, disons, prévu comme il... Par la conférence de Gênes. Exactement. Voilà. Mais à l'époque, nous sommes donc en 1922, à l'époque, le seul pays qui pouvait avoir cette caractéristique, c'était les États-Unis. Oui, bien sûr. Dans la foulée, 1925, la livre est reconvertible. Est décidée de nouveau reconvertible. Mais elle est reconvertible à
ce qui existait en 1914. Autrement dit, les Anglais ont fait comme si la science économique, l'économie politique n'existait pas et qu'on pouvait décider de la valeur, entre guillemets, d'une monnaie comme on l'entendait. Et c'était le chancelier de l'échiquier de l'époque, un certain Winston Churchill. Exact. Voilà. Donc, le chancelier de l'échiquier, c'est le ministre des Finances. 3 ans plus tard, la France décide donc la nouvelle convertibilité du franc en or, mais à la différence de l'Angleterre, le prix de l'or est multiplié par 5, ou si vous préférez, le franc est divisé par 5. Surviennent des difficultés aux États-Unis, c'est la fameuse crise de la bourse de 1929, et dans la foulée, 1931, l'Angleterre connaît de graves difficultés. J'en reviens à Rueff un instant. 1932, Rueff écrit un article intitulé « Défense et illustration de l'étalon or ». Et dans cet article, justement, il s'érige un petit peu contre la conférence de Gênes et considère que le système permis par la conférence de Gênes s'opposait à terme à la bonne activité des pays industriels. Qu'à cela ne tienne, 1933-1934, les États-Unis décident deux arguments. Premier argument, les Américains n'ont plus le droit de détenir de l'or. Et deuxième argument, désormais, le dollar sera convertible en or à un nouveau pourcentage qui est celui de 35 $ l'once d'or. Alors, pour information, hier, il était autour de 1400-1500 $. Exactement. Bref, 1933 se trouve être la première grande dislocation du système monétaire international qui existait avant 14 et qui a été permis de fait par cette conférence de Gênes de 1922. Alors, je vais me faire l'avocat du diable, mais nous allons faire une pause. Nous allons respirer pour pouvoir mieux défendre le diable. Alors, avec Georges Lannes et Maximilien Lambert, nous examinons l'histoire monétaire du XXe siècle qui se prolonge au XXIe siècle. Et Georges, vous étiez sur l'idée que stocker des devises pour équilibrer la balance commerciale n'était pas une bonne chose. Vous aviez quelques arguments et je m'apprêtais à faire l'avocat du diable. Mais allez jusqu'au bout de vos arguments, mon cher. Oui, 1934, c'est donc la création du dollar à 35 $ l'once d'or. Et ce chiffre va continuer à exister jusqu'à 1971, où cette fois Nixon, un beau jour d'août 71, décide... Toujours les vacances. Toujours les vacances. Décide l'abandon. Le 15 août en plus. Le 15 août. Et les canicules de préférence, parce que ça permet de faire des tas de bêtises. Enfin, au pouvoir public. D'excuser les bêtises plutôt. Oui. Celle-là aura mis près de 2 ans pour terminer son cycle, son forfait. Dans un premier temps, l'once d'or
sera augmenté de grosso modo 10%, et dans un deuxième temps, eh bien, les États-Unis diront terminé, nous ne convertirons plus désormais en or. Et ça, c'est 76, la conférence de la Jamaïque, sauf erreur. Ah non, c'est 73. Dès 73. Dès 73. D'accord. Et c'est à la suite de cette décision de 73 que les pays européens vont décider de faire une espèce de serpent entre eux. Oui. Le serpent caractérisant les taux de change maximum. Il faut que, en réalité, il faut que les taux de change évoluent dans une fourchette pas trop large, évidemment, parce que d'un pays à l'autre, du coup, on se donne un avantage de compétitivité. Un peu comme le serpent monétaire qu'on a eu avant 2000. Quoi. Voilà. Exact. Mais... Étant entendu qu'à l'époque, au lendemain de 73, ces marges de fluctuation des monnaies des pays de la communauté économique européenne étaient inférieures à la marge de ces monnaies des pays vis-à-vis de l'or. Oui. Le tunnel dont on parle, c'était les marges maximum des monnaies de ce système européen. Oui, de ce système européen. Comparé au dollar. Voilà. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes. Oui. Et alors, oui, pardon. Et vous en arriviez donc à la fin de ce tunnel. Le serpent a continué à exister, mais les marges vis-à-vis du dollar ont été abandonnées. Voilà, c'est ça. Donc, ce sont les monnaies des pays de la communauté économique européenne qui, à l'époque, n'étaient constituées que de 9 pays. Qui vont définir le système monétaire européen. Parce qu'il faut rappeler à nos téléspectateurs que, évidemment, dès lors qu'un pays a une dépréciation forte de sa monnaie, ses prix seront moins élevés. Et il fera une concurrence à ses partenaires dans le cadre du marché commun, c'est-à-dire du traité de Rome. Bon, c'est un peu ce qui était arrivé à l'Angleterre, qui était sorti du serpent monétaire. Je ne sais plus à quelle époque, avant l'an 2000, avant qu'on mette l'euro. Pas tout. Oui. Et puis l'Italie en sortira. Mais non, je vais me faire l'avocat du diable quand même, parce qu'il faut revenir à l'or. Bon. On voit bien que d'ailleurs le serpent monétaire, c'est une tentative de se passer de ce rééquilibrage par l'or des balances, hein, nous sommes bien d'accord. Même s'il y a référence à l'or au début et puis ensuite. Parce que un certain nombre de personnes vont critiquer la thèse de Rueff. Par exemple, les cahiers de la République en 61 lui reprochent de ressusciter un mort. Vous voyez, bon, vous connaissez la phrase de Keynes, c'est la relique barbare. La relique barbare, Et Raymond Aron qui parfois est mieux avisé que cela, mais enfin, un étalon appartient au passé comme la marine à voile ou la lampe à huile. Bon, alors. La question quand même qui se pose, et je l'avais posée ici même sur ce plateau à Philippe Simoneau, qui m'avait répondu, mais non, le stock d'or peut être suffisant. On peut d'abord augmenter les recherches d'or, et puis on peut disposer d'un stock d'or suffisant pour faire l'équivalent. Alors, je vous pose la question à vous, messieurs, est-ce que vous pensez que c'est possible ? C'est le principe du Bitcoin, qui a été limité à je ne sais plus combien de millions d'euros. Fixe, et ensuite on arriverait à des monnaies divisionnaires, c'est-à-dire que les transactions, la valeur par exemple de l'euro par rapport au bitcoin, enfin la valeur de l'unité de compte du bitcoin, on utiliserait des millièmes et des 10 millièmes, qu'on aimerait d'une façon ou d'une autre. D'ailleurs, ça a déjà été imaginé. Des multiples... Oui, voilà, donc ça n'est pas vraiment un problème. Alors, Georges Lannes. Pour répondre à cette référence à Raymond Aron, je dirais que je suis à la fois d'accord avec l'esprit de ce qu'il dit, mais opposé à certains effets que sa proposition à quoi sa proposition va donner lieu. La monnaie, c'est quelque chose qui fondamentalement est en innovation permanente. Le seul obstacle à cette innovation, c'est la réglementation de l'État. Depuis l'origine, ce qu'on dénomme monnaie est le résultat
des échanges des individus les uns avec les autres. Peu importe la quantité de monnaie, peu importe la quantité d'échanges, ce qui importe, c'est ce que les gens veulent Attribuent échanger comme valeur. Oui, mais qu'ils veulent échanger les uns avec les autres. Et D'accord. de ces échanges se déduit la valeur dont vous parlez à l'instant. C'est l'opposition de la législation et le droit. Voilà. Et c'est l'opposition entre l'idée que la monnaie qu'on fabrique va créer de la croissance, alors que c'est la croissance des échanges qui va créer de la monnaie. Fondamentalement, oui. Ici, imaginons que nous réduisions le monde à nos trois modestes personnes et que nous décidions ensemble que, voilà, ça c'est une unité monétaire. Je suppose que ça pourrait fonctionner en fonction de nos besoins. Tout à fait. Tout d'abord, nos besoins d'écriture. Bon, il faudrait évidemment que l'on puisse en fabriquer d'autres. Bon, donc, la monnaie est un peu un signe arbitraire. Puis-je prononcer le mot ? Non, c'est le signe de la volonté de chacun d'agir dans le sens qui lui semble bon. L'exemple que vous prenez, Olivier, est excellent. En matière d'or, on parlera d'or industriel et d'or monétaire. Oui. Et il n'y a pas des compartiments bien déterminés de l'or industriel et de l'or monétaire. Et l'or sentimental ? Vous savez que pendant Qu'est-ce la que guerre... vous faites du stock d'or sentimental, hein, les bijoux que nous offrons à nos oui, tout à épouses. fait. C'est de l'or industriel. C'est de l'or industriel. Bon, Ah oui. d'accord. Vous savez que pendant la guerre, Louis Baudin avait évoqué ça, c'est que pour procéder à des échanges, on utilisait les bouillons cubes. Ils avaient créé une monnaie spontanée avec ça. Ah, oui, les bouillons cubes. Oui, Les bouillons cubes, ils les utilisaient comme une monnaie d'échange. Oui, ce qui prouve Ils qu'il y a- avaient décidé, il y avait une valeur et ça servait de monnaie. Donc, nous sommes sur la définition de base que tous les étudiants de sciences économiques apprennent en première année. Devrait apprendre. Malheureusement, D'accord. malheureusement, et je n'en veux pour preuve que ce que j'ai pu entendre ces dernières semaines, la monnaie n'est plus considérée, comme le disait Jean-Baptiste Say, d'intermédiaire des échanges. On va vous parler des fonctions de la monnaie, comme si la monnaie était quelque chose de vivant et avait des fonctions Organique. J'ai appris que la monnaie était une mesure de la valeur. Ah. Alors que la valeur, elle est déterminée à chaque l'échange. échange. C'est que l'échange qui détermine la Et valeur. alors, évidemment, la monnaie n'est pas un instrument de réserve de valeur. Bah, absolument pas. Et là aussi, c'est ce qu'on apprend en première année de sciences économiques. Ne serait-ce que par l'inflation qu'on nous cache, Oui. Le bouquin de Philippe Erlin qui est assez explicite Sur le pouvoir là-dessus, d'achat, oui. comme réserve de valeur, on peut mettre On quelques peut repasser. réserves. Oui, oui. Donc il y a une déformation, voire une dénaturation très importante concernant la monnaie et concernant l'or dont on vient de parler à l'instant. Mais interrogez-vous, pourquoi en France parle-t-on de l'argent ? Ah oui, bah oui. D'où vient cette... C'est la loi de Gresham. La mauvaise monnaie chasse la bonne. L'argent est une quantité de métal tout aussi valable. Oui, mais 15 fois moins cher Oui, mais Que l'or. Vous avez raison. Donc, comme l'argent a circulé, la monnaie s'est appelée l'argent. C'est pas ça ? Non, ce sont justement des choix, si nous restons en France, ce sont des choix de chacun qui ont amené à faire des intermédiaires, soit en or, soit en argent, soit même en cuivre. Oui. C'est la troisième grande composante de la monnaie. Métallique. Et tout cela peut se passer dans de bonnes conditions, c'est-à-dire quand le droit est respecté, quand le droit de propriété est respecté, mais cela peut se passer dans de mauvaises conditions dès l'instant que le droit de propriété est mis de côté avec la législation et qu'on entre dans la réglementation d'État. Car il est, si je me place dans la perspective historique, il est un fait que les États nationaux se sont approprié la production de monnaie. Et ils se sont appropriés cette production au prétexte que l'intermédiaire des échanges pouvait être contrefait. Ah oui.
Le risque de contrefaçon. Exactement. Ouais. Et en conséquence, il fallait que des hommes forts, que les hommes de l'État veillent à ce qu'il n'y ait pas de contrefaçon. D'où, j'en reviens à la France, d'où en France le rôle fondamental de l'administration des monnaies, domaine du ministère des Finances, cela jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, et à partir du XIXe siècle, la création de la Banque de France, qui va être définie comme un institut d'émission des billets et des comptes de dépôt des banques. Alors, c'est extraordinaire. À vous écouter, je renvoie nos téléspectateurs, il faut bien rire un peu dans une matière aussi aride, messieurs. Vers la fin du film de Le Cave se rebiffe, c'est ce pauvre oublié qui pose des questions à Jean Gabin. Jean Gabin qui a fabriqué de la fausse monnaie, en toute impunité d'ailleurs. Et ce jour-là, c'était des florins. Et la reine Wilhelmine a décidé que les coupures de 100 florins étaient annulées. Et alors, il a dit, j'ai jamais fait un feu de cheminée aussi cher. Et l'autre, de lui dire, mais enfin, ils ont le droit de faire ça. Et Gabin de dire à Blier, mais enfin, pauvre con, tu sais bien qu'en matière monétaire, l'État est tout puissant et le particulier ne peut rien faire. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec la proposition Gabin, qui n'est pas économiste, je le rappelle? Pour l'instant, c'est le cas de figure que nous avons sous les yeux. Alors, nous allons faire une pause. Nous allons évoquer la question de l'union monétaire. Et puis, nous irons alors sur ce qui s'est passé depuis 1971, la suspension de la convertibilité or et les conséquences en matière monétaire après cette seconde pause. Alors, chers amis de TV Liberté, nous continuons dans cette matière un peu aride, mais dont je sais que les questions monétaires vous passionnent néanmoins. Et je vais donner la parole à Maximilien. Oui, j'aimerais bien avoir quelques détails par Georges Lannes sur l'union monétaire. Alors, l'union monétaire que nous connaissons aujourd'hui a eu un grand ancêtre. Un grand ancêtre, oui, ou un grand préalable, oui, qui est l'Union monétaire latine, qui a été créée en 1865 et qui aura vécu de 1865 à 1914 dans les faits. Cette Union monétaire latine avait comme caractéristique d'être fondée sur ce qu'on a appelé le bimétallisme, c'est-à-dire sur l'or et l'argent. Le taux de conversion de l'or en l'argent, vous l'avez dit, Olivier, tout à l'heure. 1 pour 15, c'est ça? Voilà, c'est ça. 1 pour 15, oui. Cette union monétaire latine a fonctionné tant bien que mal à une époque où les pays n'avaient pas les banques centrales dont on aime parler aujourd'hui. J'ai parlé de la France il y a un instant, la Banque de France. La Banque de France avait acquis la caractéristique d'être institut d'émission, mais en termes juridiques, c'est un institut d'émission privé. Bien sûr. Ceci bien est sûr. important. Encore privé. Qui lui avait été donné par la puissance publique. Bien. Voilà, c'est un abandon de souveraineté au profit d'une banque privée. Et il faudra attendre 36, je crois, c'est le Front populaire, et 45. C'est ça. Qui va nationaliser en quelque sorte la Banque de France. Hein. Exactement. Voilà. Et qui, dans faut préciser aussi pour tout le monde, parce que l'union monétaire, là, peut-être que les téléspectateurs ne comprennent pas à quoi ça se réfère. Il faut savoir que toutes les monnaies pouvaient circuler dans tous les pays. Exactement. Il y avait une tous les intercirculation des pays latins c'est-à-dire qui faisaient partie de l'Union. Exactement. Oui, je n'ai pas donné. Les pays, au départ, étaient 5. L'Union avait pour
entité, le franc. Oui. Le franc concernait donc la France, la Suisse, la Belgique, l'Italie, la Grèce, et là-dessus se sont ajoutés quelques autres pays. Je laisse de côté la question. Mais le fait est que l'Union monétaire latine avait comme monnaie le franc. Si je dis cela, permettez-moi une nouvelle parenthèse, c'est qu'il y a quelque chose que j'ai déjà évoqué à cette antenne, c'est qu'il y a en France aujourd'hui un code monétaire et financier qui date de 2001 ou 2002. Ce code monétaire et financier a pour article premier que la monnaie de la France est l'euro. Je m'attendais à ce que l'article 2 me dise en quoi consistait l'euro. Il n'y a pas une seule ligne, il n'y a pas un seul mot qui va définir l'euro. Ce code monétaire et financier parle de tout sauf de l'euro. Il entre dans je ne sais même pas comment parler, je dirais des labyrinthes de réglementation, d'organismes. On aime ça. Mais c'est différent. Donc vous nous parlez d'un omni. Objet monétaire non identifié. Exactement. C'est exactement ça. Alors que dans l'Union monétaire latine, le franc était parfaitement défini. Justement, il était défini sur la base de l'or et de l'argent dont étaient convenus les pays que je viens On avait même défini les monnaies divisionnaires avec le plafonnement de ces monnaies divisionnaires. Exactement. C'était quand même assez et le assez bénéfice, c'était des échanges plus fluides entre les pays. Alors, ça c'est l'élément premier à ajouter à ce que je disais tout à l'heure. La monnaie étant définie comme un intermédiaire des échanges, il faut voir que la monnaie, c'est ce qui permet de rendre échangeable à des gens telle ou telle situation. Oui. La monnaie a cette originalité de rendre échangeable des choses qui ne sont pas échangées parce qu'elles ne peuvent pas l'être. Voilà, oui. Oui, c'est une expression commune. La monnaie Ça est une devrait expression, être commune. Malheureusement, vous avez les marxistes qui vont avoir à leur disposition ce qu'ils ont créé, à savoir qu'il y a des choses marchandes et des choses non marchandes. Mais les choses non marchandes ne veulent rien dire. Et puis surtout, elles ont un prix quand même, ou un coût en tout cas. Oui, mais les choses non marchandes, c'est une façon de ne pas dire que ce dont on parle, ce sont justement les obligations dont vous parlez à l'instant, Olivier. Les objets monétaires non identifiés, c'est ça? Oui, mais et tous ces services obligatoires que vous devez acheter. Oui, bien sûr. Donc bien cette sûr, notion de non-marchand est scandaleuse, sauf à se situer dans un pays communisme. Alors, l'union monétaire a échoué donc à partir de 1935. Essentiellement à cause de la dépréciation du franc, de la... Ah non, je serai plus précis. Non, de fait, l'Union monétaire latine, après des tas de péripéties, n'est plus de fait en 1914. Ah oui, d'accord. Et au lendemain... elle va continuer coup-ci. Dans ce que j'ai lu, il y a une imprécision. J'en étais à 1930. Est-ce qu'on peut supposer, inférer même de l'échec de l'Union monétaire latine, de l'Union monétaire européenne? Alors déjà, il semble admis par les économistes que la difficulté a procédé du bimétallisme. Ah oui. Bon. Donc, les économistes semblent s'être mis d'accord pour un étalon, une unité de compte définie qui serait l'or ou l'argent.
Oui. mais pas Pas les deux en même temps. C'est en particulier ce que nous dit Vilfredo Pareto. Voilà. Parce que, est-ce que justement la loi de Gresham s'applique là? Parce que la mauvaise monnaie chasse la bonne, celle qui est moins bonne circule, celle qui est bonne est stockée. Est-ce que ça se vérifie là, la fameuse loi de Gresham? Gresham était financier de la reine Élisabeth Ier, c'est-à-dire la fin du XVIe siècle. Oui, je crois que par rapport au cours de l'argent ou de l'or, on comparait avec les coûts et à ce moment-là, on retransformait en lingots, etc. Ouais. Donc, il y avait quand même une échappatoire et la loi de Gresham devait s'appliquer de ce point de vue-là. Oui. Oui, mais déjà, vous voyez, derrière cette loi de Gresham, il y a les coûts inhérents à l'argent d'un côté et à l'or de l'autre. Oui, d'accord. Et- Les coûts d'extraction ne sont pas les mêmes. Nécessairement. Et ils peuvent varier, je dirais, dans des directions différentes en fonction de ce qui est découvert. Oui, parce que l'or ne se trouve que à l'état d'or, tandis que l'argent est souvent associé à l'étain, par exemple. Donc peut-être qu'il est moins cher d'extraction parce qu'on a un double bénéfice. Étain et argent, je ne sais pas. C'est une hypothèse. c'est une possible. hypothèse C'est en possible. termes purement industriels. C'est possible. Mais justement, vous voyez, on en revient à ce bimétallisme, mais j'ai aussi évoqué tout à l'heure la question du cuivre. Donc il y a une troisième monnaie. Bon, mais laissons de côté. Laissons à Gresham sa loi. Voilà. Et laissons au Chili le monopole du cuivre, quasiment, puisque le Chili est grand producteur de cuivre. Alors, Et d'ailleurs, vous voyez qu'aujourd'hui, de nouveau, ce sont des terres rares qui reviennent au sommet de l'actualité, en relation en particulier, eh bien, je dirais, avec les crypto-monnaies. avec le numérique en Et général. avec le numérique en L'outil général. numérique a besoin de ces terres rares, ces métaux. Exact. Cela étant, tout à l'heure, vous avez dit monopole. Alors, le monopole pour les banques centrales de l'émission monétaire. Bon, on remonte aux années. En France, c'est 36-45, c'est en 2 temps. Cependant, les banques centrales ne fabriquent que la monnaie papier et la monnaie métallique. La monnaie qu'on appelle scripturale encore, elle n'est pas véritablement fabriquée par les banques centrales, elle est fabriquée par les banques commerciales. Oui. Attendez, Alors, je vous arrête. Arrêtez-moi. Dans le cadre actuel de l'euro, les monnaies métalliques Oui. sont du domaine de l'État national. Donc il a conservé son droit de seigneuriage. Exactement. Si je puis dire. Exactement. Voilà. La Banque centrale européenne a le droit de propriété Sur les billets. sur les billets et sur les comptes. Compte courant. Oui. Compte de dépôt. Bon. Mais Et cette banque centrale doit être envisagée simultanément avec les autres banques centrales nationales qui n'ont pas disparu. non, bien sûr. Et qui peuvent amener à certains clashs entre les gouverneurs en question. Ce qui se passe entre l'Allemagne et les pays du Sud. Exactement. Qui, puisque théoriquement c'est 1 euro pour 1 euro, sauf qu'il y a des milliers d'euros qui arrivent en Allemagne et qui posent le problème de la collatéralisation de ces transferts d'euros. Mais, alors, revenons, car nous arrivons à la fin de cet entretien. Les banques commerciales, par la possibilité qu'elles ont d'aller au-delà, évidemment, de leurs réserves propres, de leurs fonds propres, de prêter. Alors, évidemment, elles prêtent, mais aussi, chaque fois qu'un emprunt est remboursé, il y a disparition de la monnaie en question. Quel est le problème? Elles ont du pouvoir, on dit qu'elles ont trop de pouvoir, et surtout, comment se fait-il qu'elles aillent au-delà des pourcentages raisonnables par rapport à leurs fonds propres? Faut-il revenir à la fameuse loi américaine, au Stigall Act, Glass-Steagall Act, qui voudrait que les banques commerciales fassent du prêt aux particuliers, aux entreprises, et les banques d'affaires fassent des placements et s'amusent sur les marchés internationaux. Qu'en pensez-vous? Voilà. Beaucoup de questions. Oui, c'est surtout que il y a un grand débat, il y a 2 grands débats. Un débat oublié en France aujourd'hui, qui est celui
qu'on a appelé en Angleterre au XIXe siècle Currency School et Banking School. Oui. C'est-à-dire l'école de la monnaie métallique et l'école de la banque. Voilà. Bon. D'où est sorti le Peel Act de 1944. Alors, currency, c'est une proportionnalité raisonnable entre... 100%. Ou 100% même. C'était 100% des, Voilà. des dépôts. Dans un monde de liberté, c'est en fait ce dont conviennent le banquier et son client. D'accord. Pour certains, ce sera 100%. Pour d'autres, ce sera 50%. Ah oui. Oui, Ah oui. dans la mesure où c'est Ouais. contractuel. Ah oui, bien sûr. Oui, mais en C'est général, le dépôt irrégulier, ce qu'on a appelé le dépôt irrégulier, on dépose de l'argent en banque, on ne pense pas que la banque va utiliser tout cet argent, puisque quand la banque est en faillite, eh ben, on ne peut pas récupérer cet argent. Hein. Et puis avec la loi européenne qui fait que si la banque est en difficulté, à hauteur de 100 000 euros, on pourra tout prendre, et puis certains disent qu'on pourra tout prendre à hauteur de zéro. Donc ça pose quand même quelques problèmes par Oui, rapport mais à là, ça. vous évoquez la situation actuelle. Oui. Donc j'en étais à ma première... Currency. Bon. Bon, équivalence, voilà. Et le deuxième grand débat, Banking. c'est celui Ah oui. de la Banque centrale. Est-ce que les banques ont besoin d'une banque centrale ou non? Est-ce que cette banque centrale est une banque commune à toutes ou est-ce qu'elle doit leur dire ce qu'il faut faire? Tout ça, c'est débattu. Oui. Avec ce système de réserve fractionnaire, c'est-à-dire possibilité d'utiliser les dépôts, une partie des dépôts sans contrepartie, on a besoin d'une banque centrale qui va faire de la planche à billets pour pouvoir sauver les banques en cas de problème. Donc c'est par rapport à cette irrégularité juridique, on a été obligé de créer les banques centrales. Pas nécessairement, Non. pas nécessairement. Non, c'est un débat économique qui a été tranché provisoirement dans le sens que vous dites à l'instant, Maximilien. Il y a une banque centrale qui a tout pouvoir sur les banques dites de second rang. Vous parlez de banque Oui, commerciale, oui, mais dans la littérature officielle C'est en en France, effet une banque ce dite sont de les second banques rang. dites de second rang. Donc, elles sont sujettes à ce que va décider la Banque centrale, étant supposé que ce que font les gouverneurs de la Banque centrale en question vont dans le bon sens, ce qui est encore À démontrer. À démontrer, oui. Alors, messieurs, la démonstration viendra une autre fois, puisque nous arrivons à la fin de cet entretien. Oui, mais est-ce que, quand même, la Banque centrale a du pouvoir, vous l'avez dit. Mais par rapport à une BNP, première banque européenne, qui a une taille de bilan de 2300 milliards, soit plus que le PIB français. Bon. Est-ce que vraiment la BNP se soumet aux injonctions de la BCE? Ah ben, j'en suis persuadé. Oui. J'en suis persuadé. Il y a tout un ensemble de gens qui sont là pour vérifier les transactions de cette banque avec les autres banques, bien plus. Et ça, Maximilien pourrait nous en parler. Des organismes comme TracFin. TracFin, oui. Alors, nous allons, il faut le dire à nos téléspectateurs, nous reviendrons sur TracFin, parce que c'est très important. La pratique de TracFin devient de plus en plus policière et inquisitoriale. Oui, et puis elle est partie du blanchiment d'argent pour arriver à un contrôle fiscal préalable. Des particuliers, des simples particuliers. Oui. Alors même c'est l'inquisition fiscale et même, même financière. Mais ça, ce sera un sujet que nous traiterons une autre fois. Mais oui, mais voyez, c'est très important parce que ça contribue à transformer, voire à dénaturer ce qu'on appelle la monnaie. Bien sûr. En fait, avec TracFin, ce n'est plus la monnaie qui est en question, ce sont les actifs financiers, les titres financiers. Et il est essentiel de ne pas confondre la monnaie et la finance. Il est essentiel de ne pas suivre Keynes
au début du XXe siècle qui, dans sa théorie générale, va vous parler de liquidité et de préférence pour la liquidité. Voilà. Cela ne veut rien dire. Oui, mais c'est malheureux. Aujourd'hui, dans le langage courant, on ne parle plus de monnaie, on parle de liquidité. Mais concrètement, les liquidités, ce n'est pas de la monnaie, ce sont des actifs financiers d'un certain ordre. Oui, bien sûr. Oui. Donc on est dans la confusion totale. A fortiori, quand Keynes nous parle de la préférence pour la liquidité, mais on est dans le n'importe quoi. En l'espèce, la notion de matière, à quoi peut faire référence la monnaie, quand on parle d'argent ou d'or, est importante. Mais la liquidité, ça ne correspond à rien. Eh bien, je vais vous faire une suggestion. Ça sera la conclusion, si vous voulez bien. Nous allons parler de l'or, nous allons parler de l'argent, nous allons parler du cuivre. Mais la liquidité, c'est le mercure. Mais ça devrait être... Mais bien sûr. Mais vous avez raison. C'est un métal liquide. Mais vous avez raison. Voilà. Bon, c'est une boutade, mais Mercure était le dieu des marchands, des commerçants. C'est vrai. Et donc, et de l'Internet. Bien sûr. Qui est très liquide. Oui, à défaut d'être gazeux ou plasmatique. Oui, le cas échéant. Étant donné ces 4 états de la matière. Eh bien voilà une belle conclusion, messieurs. Merci à vous, Georges Lannes, merci Maximilien. Chers téléspectateurs, eh bien, à très bientôt, comme à l'accoutumée.